Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans votre rendez-vous hebdomadaire pour parler du Group of Five. Comme d'habitude, maintenant vous commencez à avoir l'habitude, je suis avec Geoffrey. Salut Geoffrey, comment ça va? Ça va super, Maxence, et toi? Ça va bien, franchement. Bon petit week-end là, 2-3 jours, c'était bien sympa. Avec des bons petits matchs quand même si celui de UCF est encore une fois un match à, un match à oublier, mais bon, ça s'est quand même bien passé. Puis voilà, là, il reste plus que 3 semaines maintenant. On se rapproche. Hmm. Ouais, mais c'est un peu le paradoxe avec le mois de novembre, c'est que genre il est enfin genre j'ai l'impression que c'est un match qui passe un peu plus lentement parce qu'on sait déjà à peu près qui est encore en course, machin et tout, et genre on n'attend plus que les résultats des matchs, quoi. On est un peu en attente de ce qui va se passer, quoi. Ouais, il est compact ce mois en fait. C'est vrai il y a des matchs tout le temps, en semaine aussi, et ça va vite. Ouais, c'est vrai que le mois de novembre, on est au milieu de la saison, donc ça y est, on a passé un peu l'excitation du début de saison, et c'est vrai qu'il passe vite, moi je trouve ce mois de novembre. Bah, moi, je trouve qu'il passe un peu lentement, justement. Au contraire, Ah j'aurais ouais? presque envie de Ah. déjà être sur la Rivalry Week et les finales de Moi conférence. j'ai l'impression enfin, on est déjà à la mi-novembre, là j'ai l'impression que ça va trop vite. Mais ouais, comme quoi la perception du temps, Ouais, ouais. comme disait Einstein. Euh, Tout à fait. Bon, Bon, eh ben, on va passons. commencer. Il s'est passé des choses cette semaine en Group of Five, avec on va le dire là, on va pas faire, on va pas, enfin, on va en parler déjà, on en reparlera en fin d'émission, mais ça y est, la course là semble maintenant se jouer entre trois équipes. Oui, 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 il n'y a plus que trois équipes qui sont sérieusement en course pour la place réservée au Group of Five. Mm. Euh, Peut-être il y en aura deux avec un autre at large, mais bon, ça, il faut encore qu'il se passe pas mal de choses pour que ça arrive. Mais oui, la Mm, course, il mm. n'y a plus que trois équipes. C'est terminé pour toutes les autres. Avec un astérix où il faudra quand même pour ces trois équipes remporter leur conférence, mais vu le niveau qu'ils ont actuellement, on se dit que vraiment ça devrait pas, voilà, ça devrait quand même aller pour eux. Et puis ça tombe bien puisqu'il y a deux équipes qui sont dans la même conférence et qui sont bien parties pour s'affronter en finale. Mais justement, on commence avec American Athletic Conference, avec le match entre Army et North Texas. 13 minutes 54, 93 yards et 21 jeux. Le drive du dernier touchdown de la rencontre d'Army face à North Texas a été un modèle du genre dans tout ce qui est military offense. Army n'a pas fait son meilleur match de la saison puisque ce dernier touchdown n'était que le deuxième de la rencontre, qu'ils ont remporté 14-3. Mais alors quel drive de 13 minutes et 21 jeux. C'était vraiment du Army classique. Face à une équipe de North Texas qui en est à sa troisième défaite de suite. On avait un match, une opposition de style entre le Air Raid de North Texas et la triple option d'Army, et c'est donc Army qui l'a emporté. Bryson Daly a marqué les deux touchdowns de la rencontre à la course avec 153 yards au sol pour lui. Il a lancé une interception en début de deuxième mi-temps, mais ce n'est rien à côté de la mauvaise après-midi passée par Chandler Morris, le quarterback des North Texas, qui n'a lancé que pour 214 yards, aucun touchdown et deux interceptions. C'est sa deuxième plus mauvaise performance de la saison. Voilà, Army qui continue à avoir une des meilleures défenses du pays, tout simplement, continue à maintenir ses adversaires autour des 10 points, à part ce match en fait contre East Carolina où il y a 45-28, mais parce qu'ils se sont vraiment relâchés en fin de match à ce moment-là. Bah, ils continuent à shut down leurs adversaires, et même une équipe comme North Texas qui était sur une série de qui était voilà qui en a mis 41 contre Florida Atlantic, 44 contre Memphis, 37 contre Tulane, 52 contre Tulsa, 44, 66, 35, 52. Ils étaient tout le temps au-dessus des 30 points. Bah là, ils ont été maintenus qu'à 3 points. Donc ouais,
Army a fait le taf grâce à la recette classique, une très grosse défense, donc comme on l'a dit, et 41 minutes de possession. Donc autant dire que North Texas n'a rien pu faire. Voilà, 9e victoire pour Army, qui va se reposer ce week-end. Et dans 2 semaines, qu'est-ce qu'il y a, Geoffrey, dans 2 semaines? Mais dans 2 semaines, il y a le match tant attendu contre Notre-Dame qui va décider du sort de la saison d'Army, pratiquement. Ouais. À noter aussi que sur ce match, avec ses 153 yards et ses 2 touchdowns, Bryson Daly dépasse la barre des 1000 yards et il en est aussi à 21 touchdowns. Donc, sa magnifique saison continue et il va peut-être finir 25-26 touchdowns à la course. Ça commence à être un sacré total. Ça commence à peser pour le quarterback d'Army, qui est aussi à 644 yards à la passe avec 7 touchdowns et une interception, ce qui est pour un quarterback d'Army de très bonnes stats également à la passe. Mais voilà, il fait tout, c'est vraiment le cœur de cette équipe d'Army. On l'a vu la semaine dernière contre Air Force, quand il n'était pas là, ils ont mis du temps à démarrer. Bon, là, contre North Texas, ils n'ont pas non plus été... parce qu'ils n'ont pas scoré beaucoup de points, mais voilà, la défense a été présente. Et voilà, donc Army n'a plus que... Army a terminé... Army n'a plus qu'un match de conférence puisqu'ils joueront contre UTSA le 30 novembre. Et après, il y aura le match contre Navy le 14 décembre, mais qui ne compte pas pour la conférence. Donc Army est quasiment qualifié pour la finale de conférence. Je crois même qu'on peut le dire. Il n'y a que Navy qui peut les doubler. Enfin, ils peuvent être à égalité avec Navy, mais du coup, non, ils sont quasiment qualifiés, Army, pour la finale de conférence. Et comme tu le dis, le match le plus important, il arrive dans 2 semaines contre Notre-Dame. En cas de victoire contre Notre-Dame, ça va les propulser assez fort dans le classement. Parce que là, actuellement, ils sont donc 24e au classement du comité. Il y avait d'autres matchs également? Ouais, Memphis qui affrontait Rice et qui s'en sort avec un match très très moyen de Seth Hennigan, 159 yards, un touchdown et une interception. Par contre, Mario Anderson Jr., le running back, lui, est bien présent, 144 yards, un touchdown à la course, plus 31 yards à la réception. Donc Memphis qui avait été mené en début de match, qui a ensuite repassé devant dans le second quart-temps et qui a géré l'avance ensuite, parce que, et ça s'est surtout décidé avec les Hawks qui n'ont pas marqué de touchdown sur leur 2e et 3e possession, qui ont mis des field goals à la place, et ça les a empêchés donc de rester dans le match par rapport à Memphis, qui ne s'impose que de 7 points, 27-20. Effectivement, ils ont été plus efficaces en red zone. En fait, Memphis a quasiment tout le temps marqué quand ils étaient en red zone, que ce soit des touchdowns ou des field goals, là où les Hawks, il y a eu beaucoup de field goals, il y a eu aussi des stops en red zone. Donc voilà comment ça. Voilà pour Memphis. La défense, c'est quand même réveillé avec un fumble, comme tu as dit, sur les 2 yards de Memphis. Ça a été déterminant également. Donc victoire 27-20. Statistiquement, les deux équipes ont globalement les mêmes statistiques au total, mais voilà. Les Hawks n'ont pas été assez tueurs. Et les Hawks n'iront pas en bowl puisque c'était la 7e défaite de la saison pour eux. Quant à Memphis, 8-2. On se dirige quand même vers une saison à 10 victoires à nouveau pour les Tigers. Il reste UAB et le déplacement à Tulane. Donc voilà. Pour les Tigers. La 10e ne va pas être facile à aller chercher. Ça va pas être facile, mais ils peuvent aller la chercher. Parce que c'est une très grosse équipe. Il faudra voir si la défense se ramène lors du match, parce qu'on rappelle que c'est un petit peu le problème des Tigers cette saison, c'est que leurs 2 défaites, ils ont encaissé à chaque fois plus de 40 points. Donc voilà, du côté de Memphis, on va se préparer pour ce match-là contre Tulane. Je pense que ça va être un vrai rendez-vous quand même pour les Tigers, même si la finale de conférence avec 2 défaites, ça semble quasiment impossible. Mathématiquement, ils sont pas encore out, mais bon, honnêtement, même en gagnant à Tulane, ça risque d'être compliqué pour eux. Donc les autres matchs ensuite, Navy, ça y est, Navy a gagné un match après 2 défaites de suite. Navy qui l'a emporté face à South Florida, victoire 28-7 à Tampa Bay avec
3 turnovers à 1 et un temps de possession proche des 40 minutes pour Navy. Donc on met les bonnes vieilles recettes des académies militaires. Blake Horvath, Eli Heidenreich et Alex Texa, le trio le plus en vue chez les Midshipmen cette saison, ont encore fait le travail. Et la défense de Navy a maintenu les Bulls à 60 yards au sol. Donc voilà, les Bulls qui ont été obligés de lancer, qui ont du coup, quand tu lances, le chrono ne s'écoule pas, tu rends la balle à ton adversaire, et Navy, eux, ils te font rouler le chrono au maximum. Et donc voilà, victoire 28-7 pour Navy qui reste en course pour une qualification pour la finale de conférence. Pour eux, c'est simple, il va falloir espérer que Tulane perde face à Memphis, il y aura une égalité. Et puis après, au niveau du tiebreaker, je ne sais pas trop comment ça se passera à ce moment-là. Mais voilà, pour Navy, c'est une bonne victoire qui les remet bien. Et avec une bonne performance de leur trio qui a encore été en place. On va parler de Tulane maintenant. Ouais, le Green Wave qui a absolument démoli Temple 52-6 avec aucun point marqué pour les Halls jusque dans le dernier quart-temps. Darian Mensah qui fait un match moyen, une interception, mais 2 touchdowns et 262 yards. Il n'a pas eu besoin de particulièrement lancer parce que Mackie Hughes, lui, fait encore un excellent match, 153 yards de touchdown. On a aussi vu Ty Thompson du coup en fin de match, ils en ont profité pour faire tourner un peu, plus 6 sacs de la defensive line de la Green Wave. Donc voilà, c'est ce qui a décidé de ce match. Et puisque on parlait du tiebreaker contre Navy, le Green Wave affronte la semaine prochaine Navy. Donc en fait le tiebreaker il est là tout simplement. De toute façon, si Tulane gagne, Navy est en dehors de la course à la conférence, et si Navy gagne, ils passeront devant Tulane parce qu'ils auront le tiebreaker contre eux. C'est vrai que j'avais oublié, j'avais complètement oublié que Navy et Tulane ça s'affrontait la semaine prochaine, donc ouais. La semaine prochaine ou dans 2 semaines? C'est la semaine prochaine que ça va s'affronter. C'est la semaine prochaine, ouais. Ouais, ce sera d'ailleurs probablement le match de la semaine. Dans les autres matchs, UAB qui a perdu contre Yukon, donc nos indépendants du groupe of 5, qui eux continuent leur excellente saison avec un bilan de 7-3. Donc c'est une excellente saison. Et East Carolina a démoli aussi Florida Atlantic 49-14 avec leur quarterback Katie Kauser qui fait 343 yards et 5 touchdowns en seulement 17 passes. Et il a autant de touchdowns que d'incomplétions sur ce match-là. Donc un match modèle. Ouais, effectivement, que j'avais nommé. C'était un de mes MVP de la semaine quand j'ai fait le podcast avec Ryan Val et Kevin il y a 2 jours. Donc, avec très gros match de Kaiten Hauser qui fait pas une saison formidable, mais là, il s'est révélé contre l'équipe de Florida Athletics qui n'ira pas en bowl puisque c'était leur 7e défaite également. Et East Carolina n'est plus qu'à une victoire pour y aller. Donc voilà, ça c'est bien pour eux, pour les Pirates qui sont plus très lents. On va passer à la Pac-12 maintenant avec une course au playoff. Et oui, Washington State. Et si Washington State arrivait à prendre une place at large, il reste 3 matchs pour les Cougars. Les Cougars actuellement sont plutôt bien classés en plus à l'IP Poll. À l'IP Poll, ils sont 19e et ils sont 18e. Donc le comité considère même que Washington State mérite même d'avoir une place de plus par rapport à l'IP Poll. 18e, ils ont du coup seulement 6-7 places à gravir pour arriver dans le top 12. Ça va être compliqué, il faut que ça continue à perdre devant, mais en tout cas Washington State, eux de leur côté, ils font ce qu'il faut, ils continuent à gagner, victoire 49-28 face à Utah State avec un super match de John Matir qui a lancé 79 yards, 4 touchdowns. Lui aussi, je crois qu'il doit avoir plus de... 179 yards, pardon, et 4 touchdowns, 18 sur 24, donc voilà, un match vraiment propre pour le quarterback. Mais là où les Cougars ont fait le travail, c'était aussi à la course, 303 yards au sol, avec Wayshawn Parker qui en fait 149 et 2 touchdowns.
Voilà pour une équipe des Cougars qui continue de gagner depuis sa défaite en septembre face à Boise State. Il continue de gagner, il continue d'être invaincu à domicile également. Très bon match aussi de Kyren Williams, le receveur de Washington State, avec 55 yards en 5 réceptions et 3 touchdowns. Du côté des Aggies, la 7e défaite enterre les maigres chances d'aller en bowl. Spencer Petras a encore bombardé, il a encore envoyé 45 passes pour 28 complétés, 208 yards et 2 touchdowns, mais sans sa meilleure cible, Jalen Royals, qui on le rappelle est out pour toute la saison. C'était plus compliqué pour notre le chouchou le chouchou de Trick Play Podcast, je crois, chez certains qui aiment beaucoup ce quarterback Spencer Petras, voilà, qui ne finira pas sa carrière sur un bowl avec les Aggies. Et donc voilà pour cette équipe mais qui a battu son record de yards à la passe. Il est déjà à 2000 yards. C'est la première fois de sa carrière qu'il dépasse les 2000 yards. Donc félicitations. Et première fois qu'il est à 15 touchdowns également. Voilà, félicitations à Spencer Petras qui personnellement fait une bonne saison. Maintenant, Utah State, c'est toujours le même problème, une défense absolument atroce qui ne permet pas aux Aggies de rester dans les matchs. Tout à fait. Pendant ce temps, du côté de Corvallis, chez les Beavers, ça se passe pas bien. Défaite à domicile contre San Jose State, 24-13, avec notamment un énorme match du receveur des Spartans, Nick Nash, 161 yards et un touchdown. Lui qui est déjà à 1156 yards et 13 touchdowns avec 86 catchs. Donc probablement, je ne sais pas en quelle classe. C'est un senior, donc il va probablement être. Alors je ne suis pas spécialiste de la draft, mais s'il produit autant, c'est qu'il a des belles qualités. Il sera probablement drafté. Je ne sais pas à quel point il sera. Ouais, en tout cas, oui. Et puis il fait partie des. C'est le deuxième meilleur receveur du pays derrière. Un autre joueur du Group of Five, Harold Fanning Jr., il a seulement une vingtaine de yards de retard. Donc Nick Nash, est-ce que puis peut-être qu'il sera cité pour le Biletnikov oui, probablement. Il sera cité. Je ne sais pas s'il va gagner. Je ne sais pas s'il va gagner. Je sais pas s'il va gagner, mais il sera cité, ça, il n'y a aucun doute. Juste sa production. Parce que là, parti comme il est, il va finir 1500 yards, 15-16 touchdowns. Ouais, ça le fait quand même. Pourtant, il y avait 10 partout à la mi-temps. Ouais, mais les Beavers qui ont toujours ce problème de quarterback. Gus Branson qui a lancé 2 interceptions. Ankerson qui compte. Non, un pick six, voilà. Anthony Ankerson qui tient l'équipe autant qu'il peut au sol, mais avec 30 courses, il est attendu, donc il a seulement 4 yards par portée. Il a quand même marqué un touchdown. Et puis le problème, c'est la défense, pas de sac, un seul plaquage pour perte, pas de turnover forcé. Donc forcément, dans ces situations-là, on encaisse first down après first down. Ils ont même Anthony Ankerson, malgré son bon match, il a perdu un fumble en plus. Donc quand c'est comme ça, on ne peut pas gagner. De leur côté, les Spartans, eux, ont réalisé 3 sacs. Ouais, pour Oregon State, encore 2 défaites et il n'y aura pas de bowl. Ils sont en 4-5. Il leur reste 3 matchs avec 2 déplacements à Air Force et à Boise State et la réception de Washington State. Autant dire que ça va être compliqué d'atteindre les bowls et de gagner le titre de Pac-12 cette saison parce que je ne les vois pas gagner contre les Cougars actuellement. Ça va être compliqué. Et San Jose State qui décroche sa qualification en bowl avec cette victoire. Donc, match important pour les Spartans. Bravo, on va passer à la... on passe à la Mountain West. On va passer à la Mountain West. On enchaîne avec Boise State, le leader de la course au playoff. Vous le savez depuis, il n'y a pas vraiment de suspense sur qui est le leader depuis maintenant, depuis le début de la saison en fait, tout simplement. Boise State, donc il a emporté d'un touchdown seulement face à Nevada, victoire 28-21, un match beaucoup plus difficile que prévu et Ashton Jeanty a été de retour au-dessus des 200 yards. Et a marqué 3 touchdowns, artisan de la victoire, donc 34 portées, 209 yards et 3 touchdowns pour Ashton Jeanty, qui
qui a porté les Broncos sur ce match-là. Et malgré les progrès qu'on avait observés dans le secteur de la passe lors des derniers matchs, le jeu de passe n'a pas été au rendez-vous sur ce match-là. Seulement 119 yards pour Madux Madsen avec un touchdown et une interception. Et il y avait 14 partout à la mi-temps. Et bon, heureusement, Genty a conclu des drives à la course bien comme il faut pour donner deux TD d'avance. Et Nevada va marquer derrière. Va marquer derrière, mais malheureusement n'arrivera pas à récupérer la balle en fin de match. Et donc Boise State remporte son 8e match de la saison et se rapproche vraiment d'une qualification finale de Mountain West maintenant. Il ne reste plus que 2 matchs de Mountain West, si je dis pas de bêtises. Ouais, puisqu'il termine la saison avec une réception d'Oregon State, comme je l'avais dit. Donc voilà, pour Boise, ça se passe bien de leur côté. Genty a fumble, mais la défense de Boise State a aussi réussi à récupérer 2 fumbles et a été excellente contre la course. C'est une habitude du côté de Boise State. Et donc, Boise State continue à gagner. Et la bonne nouvelle pour les Broncos, c'est que Miami a perdu en Athletic Coast Conference. Donc, mine de rien, ils sont pas très loin de la meilleure équipe, de la meilleure équipe de cette conférence-là au comité. Donc, une bye week, on commence à entreapercevoir une possible qualification directement en quart de finale. Miami est 9e et Boise State est 13e. Alors, Boise State a perdu une place. Et bon, il va y avoir tellement de matchs encore entre des équipes classées du top 10 et autres que, honnêtement, on peut commencer à espérer une qualification directe en quart de finale. Pour Boise State, on verra si le comité le fera. Par contre, ce qui est sûr, c'est qu'on peut peut-être également espérer une qualification, avec un match à domicile pour le premier tour. On est encore loin, il y a encore 3 matchs, mais si ça continue un petit peu, j'ai remarqué là depuis pas mal de temps, comme il y a beaucoup de match-up entre des équipes du top 15, top 15-20, il y a toujours 1-2 équipes du top 15 qui perdent. Donc à chaque fois ils reculent et Boise en profite pour monter. Bon là ils sont pas montés, mais là, il y a un Tennessee-Georgia, par exemple, qui va arriver la semaine prochaine. Donc, forcément, Boise va grappiller des places par rapport aux perdants. Miami, on verra si ça va encore perdre un match. BYU, ils n'ont pas gagné grand-chose contre Utah. Donc, non, franchement, Boise State, on commence à y croire du côté des Broncos. Qu'est-ce que tu en penses, Geoffrey ? Tout à fait. Non, pour Boise State, de toute façon, on le répète depuis plusieurs semaines, ils sont maîtres de leur destin. Ils ont une fin de calendrier assez tranquille. Bon, il y a 2 déplacements, mais c'est pas les plus durs. Et puis San Jose State c'est un peu loin, mais Wyoming c'est pas très très loin. Enfin, proportionnellement au reste de la conférence, c'est pas très très loin pour les Broncos. Et puis de toute façon ils sont leaders, ils n'ont plus qu'à gagner leur match entre guillemets et ils iront en playoff. D'ailleurs Ashton Jeanty, avec l'absence la semaine dernière de Bryson Daly plus ses 3 touchdowns marqués cette semaine, il repasse leader au touchdown à la course en plus d'être leader au yard. Donc voilà, 1734 yards, 23 touchdowns, et il lui reste encore 3 matchs à jouer. Donc même s'il avait ces stats-là à la fin de la saison, ça aurait déjà été une saison exceptionnelle. Exactement. Un autre match également qui était compliqué pour un des cadors de la Mountain West cette saison, c'était UNLV, les Rebels qui se déplaçaient du côté de Hawaï. On sait, c'est pas toujours un déplacement facile. Victoire de 2 points, victoire 29-27 pour les Rebels face aux Rainbow Warriors. C'était un match compliqué, mais ils ont réussi à sortir du piège hawaïen. Il y avait une interception en tout début de match pour Malik Williams. Mais Malik Williams a super bien réagi après cette interception-là, puisqu'il a... Ah pardon, non, excusez-moi. Oui, je me trompe. Ils avaient intercepté dès le début le quarterback d'Hawaï, et derrière, ils ont marqué un field goal, mais après, ils ont forcé un punt, et puis après, là, il y a eu un super drive avec
une passe de 27 yards de Haj Malik avant qu'Haj Malik lui-même termine le drive avec une course de 23 yards. Donc voilà, Haj Malik Williams qui continue à être productif des deux côtés du ballon, comme on dit, à la fois à la course et à la fois à la passe. Haj Malik Williams qui finit avec 175 yards et un touchdown à la passe, 122 yards et un touchdown à la course. Mais en face, Shagger n'a pas été en reste, 282 yards et 3 touchdowns, dont, alors c'est comme ça que les commentateurs disent, des Shagger bombes, comprenez donc des big plays à la passe avec des touchdowns de 40 et 70 yards. Et ensuite, les deux équipes, après ce début de match assez explosif, donc avec une interception, des gros touchdowns, les deux équipes ont calé. Il y a un enchaînement assez moche de 3 and out de chaque côté, un first down stop d'Hawaii, un field goal loupé pour UNLV. Et en fait, UNLV va mener 12-10 à la mi-temps grâce à un safety. Et en seconde mi-temps, là par contre les deux équipes se sont réveillées en attaque et se sont rendues coup pour coup. Jayden Thomas a marqué un TD à la course qui était assez fou, honnêtement. J'ai regardé l'action, c'est faux parce qu'en fait il rentre dans le tas, tout le monde pense qu'il finit au sol, mais finalement il rebondit, il ressort long de ligne et il va marquer le touchdown, donc un touchdown de 40 yards. Jayden Thomas pour les Rebels. Et donc voilà la fin du match. Au final, c'est le safety en fait qui permet à UNLV de l'emporter et de continuer à viser une finale de conférence. Et Ricky White, un de mes coups de cœur de la saison, termine avec 128 yards et un touchdown. Voilà, c'était un match très sympa. Faites-vous le replay, il n'est pas très long, parce que la Mountain West, c'est pas des replays très très longs. Mais faites-vous le replay, honnêtement, il y a de très belles actions. Ça joue bien au football entre deux équipes qui sont assez offensives. Et puis Braden Shager qui continue quand même à envoyer des petites lignes de stade bien sympathiques. Malheureusement pour les Wembo Warriors, c'est la 6e défaite de la saison. Il va falloir gagner tous les matchs qui restent pour espérer aller en bowl. Heureusement, ça joue contre Utah State et New Mexico. Donc c'est tout à fait dans les cordes d'Hawaï. Braden Shager qui fait qui on regarde la ligne de stats, c'est pas mal, mais en fait quand on regarde les complétions, c'est pas terrible, 14 sur 35, et je pense que c'est ça surtout qui a coûté aux Rainbow Warriors, c'est que trop irrégulier, ils ont pas beaucoup pu avancer, qu'en fait ils n'avançaient que sur les big plays. Notamment en seconde mi-temps, en première mi-temps là quand il y a eu l'enchaînement de 3 and out. Ouais. Mais après quand il trouve des big plays, c'est assez énorme. Ouais, et 6 sacs pour la défense des Rebels, donc c'est beaucoup de pression, donc c'est ce qui explique aussi les difficultés de Shager à compléter ses passes. Et Haj Malik Williams qui continue à faire une très grosse saison, lui par contre de son côté, honnêtement. Il a dépassé les milliards à la passe, sachant qu'il n'a pas joué les 4 premiers matchs. 13 touchdowns, 3 interceptions. Et à la course, il est à 617 yards et 6 touchdowns. Donc vraiment une super saison pour le transfert pour l'ancien joueur de Campbell qui est arrivé de FCS et qui est dans sa dernière saison. Mais voilà, Malik Williams qui se fait un petit nom en FBS et en Mountain West. Tout à fait. Dans le reste de la Mountain West, New Mexico qui s'impose contre San Diego State 21-16. Ouais. Et c'est la 4e victoire d'affilée des Lobos après avoir commencé la saison par 6 défaites. Donc, il y a encore un petit espoir. Alors c'est la 4e victoire en 6 matchs. Pardon, 4 victoires en 6 matchs. Oui, j'ai mélangé. Donc belle victoire, surtout grâce à leur running back Eli Sanders qui fait 173 yards et 2 touchdowns, et le quarterback Devon Dampier qui fait 175 yards, 1 touchdown à la passe et 127 yards au sol. Donc gros jeu au sol des Lobos. Ouais, et les Lobos qui sont à 4 victoires pour la première fois depuis 2016. Donc mine de rien, c'est déjà une saison réussie pour les Lobos. Voilà. Et puis on était sur un week-end de Veterans Day. Le Veterans Day, c'est le nom du 11 novembre aux États-Unis où on rend hommage aux vétérans de l'armée, tous les anciens combattants. Et bien, Air Force a remporté son 2e match de la saison, victoire 36-28. Les 3 académies militaires donc qui remportent leur match dans ce week-end si symbolique pour eux.
la même recette que pour les Midshipmen ou les Black Knights. Les Falcons, ils ont 45 minutes de possession, ils ont étouffé les Bulldogs. Et en plus, quand on sait que Fresno State a un jeu plutôt explosif, a envie de faire des big plays avec Mikey Keene, malheureusement, ils n'ont pas eu la balle. Ils ont eu la balle que 15 minutes dans le match. Et voilà, donc du côté d'Air Force, une victoire qui s'est scellée sur une interception de Keene en fin de match. Voilà, belle victoire pour les Falcons qui de toute façon ne pourront pas aller en bowl puisqu'ils sont en 2-7. Et du côté de Fresno State qui était considéré comme une équipe pouvant jouer la finale de conférence, eh bien on est en 3-3 sur la conférence. Saison décevante du côté des Bulldogs quand même, je les attendais pas à ce bilan-là au bout de 10 matchs. Ouais. On va passer à la MAC. Donc, c'est des matchs qui étaient joués. Et la MACtion, ouais, avec des matchs joués dans la nuit de mercredi à jeudi pour la semaine 11. Défaite de Western Michigan à domicile contre Northern Illinois. Ouais, celle-là, elle est... Hein. Et jusque-là, les Broncos étaient invaincus. Ils étaient leaders en conférence, ouais. Une interception dans le second quart, 2 dans le troisième quart, des 2 QB de Western Michigan, parce que le titulaire a été sorti, le remplaçant est rentré, il a envoyé une passe, il a envoyé une interception, il s'est ressorti immédiatement. Et c'est à ce moment-là, du coup, que les Huskies en ont profité pour creuser l'écart parce qu'ils ont marqué un touchdown après chacune de leurs interceptions. Voilà, victoire importante avec un gros match de leur running back Telly Johnson Jr. qui fait 141 yards et 2 touchdowns. De son côté, Ohio a... Ah oui, parce que c'est une défaite et en plus, Ohio de son côté écrasé Kent State 41-0. Et pour les matchs de la semaine 12, donc joués dans la nuit de mardi à mercredi, Western Michigan a perdu une seconde fois contre Bowling Green, 31-13. Donc Western Michigan qui était en tête de la conférence, invaincu, qui désormais il y a une semaine. Et là, c'est quasiment fini en fait. Là. 4e avec un bilan de 4-2, avec en plus du coup le tiebreaker déjà de perdu contre Bowling Green. Hein. Donc les Falcons sont en tête de la conférence 5-1 en attendant les matchs de la nuit de mercredi à jeudi pour la semaine 12. Et Harold Fanning Jr., lui, continue sa saison exceptionnelle avec 137 yards et 2 touchdowns contre les Broncos. Et 170 yards et 8 touchdowns. C'est désormais le leader en FBS des yards à la réception. Est-ce qu'il peut viser le record de yards pour un tight end sur une saison ? Je ne sais pas ce que c'est. Tight end. Ouais. En attendant, je vais regarder c'est quoi le record pour en attendant que tu regardes, je vais parler de l'autre match qui s'est joué donc dans la nuit de mardi à mercredi. Les 2 autres matchs, pardon. Toledo donc a écrasé Central Michigan, pas grand chose à dire sur ce match. Et Buffalo, de son côté, s'impose de peu dans un shootout face à Ball State, 51-48, avec... J'arrive pas à avoir la stat, malheureusement. Avec un scénario un peu sympathique, puisque les Buffalo ont remonté un retard de 14 points dans le dernier quart, avant de s'imposer en prolongation avec un touchdown, suite au field goal de Ball State. Et donc les Buffalo qui passent à 4-2 en conférence et qui passent à 4-2 en conférence et à 6-4, donc qui obtiennent la qualification en bowl en plus avec cette victoire. J'ai la stat. C'est Garrett Miles, le tight end de Tulsa, qui avait établi le record pour un tight end avec 1235 yards en 2005. C'est pas loin. Il est pas loin là. Il reste 2 matchs pour Bowling Green. 5 yards. C'est bon, il le bat au prochain match. Logiquement, s'il continue sur son rythme de la saison, il aura donc le record de yards à la réception pour un tight end. Après, même si, comme tu disais, c'est pas vraiment un vrai tight end. En termes de taille, c'est plus un grand receveur, on va dire, mais bon, il est listé comme tight end, donc ça va compter.
Il est aligné comme étant un tight end. C'est un grand receveur physique, mais en NFL, en tight end, ça sera une menace pure à la réception parce qu'il va être un peu léger pour le bloc, ouais. Pour le bloc, même si de ce côté-là, il est quand même assez volontaire, il fait les efforts, donc je pense qu'il aura moyen de se faire une place là-dessus en NFL. Peut-être qu'on aura un scouting de Ryan ou de Valentin sur ce joueur. Je crois que... Valentin, probablement. Ouais, faudra voir un peu ce qu'ils en pensent sur ce joueur. Qui est senior, je crois. Hein. Ouais, c'est ça. Ah, il est junior. Ouais. Il est junior, donc il peut encore faire une saison. Mais bon, vu la saison qu'il est en train de faire, puis déjà la saison dernière, il avait déjà fait une belle saison pour un tight end. Là, bon, on verra pour lui. Du coup, Bowling Green, voilà, ils sont dans la course. Ils plus sont que jamais. En attendant les matchs de la nuit, ils sont en tête, hein, puisqu'ils sont à 5-1 tout seuls, et ils seront peut-être rejoints par Miami, Ohio, qui joue contre Kent State, et Ohio qui joue contre Eastern Michigan. On va passer à la Sun Belt. Texas State s'impose face à Louisiana Monroe, les Warhawks qui n'arrivent décidément pas à gagner ce 6e match qui leur donnerait une place en bowl. Ouais, c'est compliqué là pour eux. Ouais, donc ils sont à 5-4, même bilan du côté des Bobcats, donc ces deux équipes-là qui vont jouer leur qualification en bowl sur les prochains matchs. Parmi les concurrents à la finale de conférence en Sun Belt, Marshall s'impose facilement face à Southern Miss 37-3. Donc eux, ils sont à 4-1 en conférence. Et les Raging Cajuns, eux, qui affrontaient Arkansas State, sont eux aussi imposés facilement 55-10 avec 6 touchdowns au sol de Louisiana. Notamment Drillin Washington qui fait 123 yards et 2 touchdowns en seulement 8 portées. Ouais. Et dans les deux autres matchs qui se sont joués, mais qui n'ont peu d'incidence et qui n'ont pas décroché de qualification en bowl, James Madison, donc les Dukes se sont imposés facilement contre Georgia State, et Coastal Carolina qui s'impose dans le match le plus serré de la semaine dans la conférence, à 38-24, donc il n'y a pas eu match, il n'y a pas eu trop match non plus, malgré une belle performance du running back des Mountaineers avec 124 yards et 2 touchdowns pour Amani Marshall. Amani Marshall, effectivement. Et ouais, App State qui se rapproche d'une saison sans bowl. Ça doit faire longtemps que les Mountaineers ne sont pas allés en bowl. Donc, ont raté un bowl, ça fait très longtemps pour eux, puisqu'ils ont toujours dominé la Sun Belt, mais ça, c'est beaucoup plus compliqué pour eux. La conférence USA où Liberty a retrouvé la victoire face à Middle Tennessee, victoire 37-17 avec un gros match, encore une fois, à la course de Quinton Cooley, et puis plus généralement de toute l'équipe, avec 339 yards et 3 touchdowns au total pour l'équipe. Caden Slater y est aussi allé à la passe avec 2 touchdowns, 0 interception. Et puis voilà, en face, Middle Tennessee n'a pas pu lutter avec notamment un fumble, même si Liberty a fumble 2 fois. Bon voilà, Liberty a été plus efficace, plus fort, plus puissant, tout simplement face à Middle Tennessee. Mais ce qui nous intéresse surtout, c'est les deux leaders de la conférence USA. Tout à fait. Donc Western Kentucky qui s'impose assez tranquillement contre les Aggies de New Mexico State, 41-28, avec un match qui a été... ils ont mené tout le match, hein, tout simplement. Je ne sais plus ce que c'est. Les Hilltoppers. Ouais, Hilltoppers, ouais. Voilà. Avec probablement une des meilleures mascottes du college football, à mon avis, Big Red. Exceptionnel cette mascotte. Donc... Ouais, voilà. Donc un match contrôlé entièrement de la part des Hilltoppers, donc qui sont à 5-0 en conférence et qui se rapprochent fort d'une finale de conférence. À noter quand même du côté des Aggies la grosse performance de leur running back Mike Washington, qui fait 152 yards et 2 touchdowns. Ouais, et Velkamp, le quarterback de Wake Forest, qui se rapproche de la barre des 2 milliards pour le sophomore, dans une équipe de Western Kentucky qui a souvent été habituée d'ailleurs à jouer le jeu de passe.
Donc de voilà, passes, Western Kentucky, mine de rien, fait une belle saison avec une défaite contre Alabama et contre Boston College, mais sinon, et puis contre Boston College, ils perdent d'un seul point. Donc voilà, Western Kentucky qui peut peut-être viser en fin de saison une apparition dans le top 25, peut-être. On verra. On verra. Mais en tout cas, ils auront. Pour moi, c'est vraiment mes favoris pour la conférence USA. Je les vois vraiment plus fort que Jacksonville State. Ouais. Et on parle des Et d'ailleurs, Gamecocks. ils se joueront à la fin du mois de novembre. Tout à fait. Pour les Gamecocks, par contre, ça a été un peu plus compliqué, avec une victoire en prolongation contre Louisiana Tech, après avoir été mené de 9 points à moins de 5 minutes de la fin du match, enfin dans le quatrième quart en tout cas, je ne sais plus exactement le timing. Et en plus de ça, donc ils ont marqué un touchdown et un field goal donc dans le quatrième quart. Ils ont manqué la transformation du touchdown qui a été marqué alors que le chrono expirait. Ils sont donc allés en prolongation, et en prolongation, par contre, ça a été assez rapide. Ils ont fait un yard propre en attaque avec conclu par Trey Stewart, le running back, qui marque sur ce premier drive en prolongation, et ils ont ensuite assez rapidement forcé une quatrième tentative qui s'est conclue par un sac pour les Gamecocks, qui s'imposent donc dans ce match. Ça aurait pu leur coûter cher, mais du coup, ils sont eux aussi à 5-0 en conférence, et la destination, c'est objectif final de conférence, contre Western Kentucky. C'est clair que pour eux, là, ça sent bon aussi, mais il va y avoir un match contre Western Kentucky en fin de saison. Donc attention à ne pas le perdre, et à ne pas perdre après un autre. Enfin, comment dire faut pas perdre d'autres matchs. Ouais, voilà, c'est ça. Après, ce match-là va aussi définir qui recevra l'autre, puisque en Sunbelt, en conférence USA, c'est comme ça que ça se joue. On se joue chez le mieux classé. Et puis Sam Houston n'a qu'une défaite, donc Sam Houston est quand même en. Ils sont quand même en. Alors, ils ont perdu contre Western Kentucky, mais ils joueront contre Jacksonville. Ils joueront contre Jacksonville. Et la fin de saison en conférence USA, Sam Houston joue contre Jacksonville State et contre Liberty. Western Kentucky jouera contre Louisiana Tech, Liberty et Jacksonville State. Et Jacksonville State, du coup, ils joueront contre Florida International, Sam Houston et Western Kentucky. Donc, on aura quand même une belle bataille quand même entre ces trois équipes-là. Les Flames pourraient peut-être. Alors, ils jouent contre Massachusetts, Western Kentucky et Sam Houston. Du coup, les Flames sont pas out encore de la course à la finale, je viens de m'en rendre compte, puisque tout le monde se joue dans le top 4. Donc, ça, on va avoir une belle fin de saison en conférence USA. C'est cool. Là, c'est cool. Ce qui leur fait mal, par contre, c'est quand même d'avoir déjà 2 défaites en conférence, dont une contre Jacksonville State. Donc, mais il faudra. Ils jouent Western Kentucky et ils jouent Sam Houston. Donc, ils peuvent aller récupérer l'avantage sur ces deux équipes-là. Même une défaite contre Western Kentucky. Enfin, même s'ils battent les Hilltoppers, si les Hilltoppers ils gagnent un autre match de conférence, ils seront qualifiés de toute façon. Ce sera très intéressant à suivre, du coup, cette fin de saison en conférence USA. Tout à fait. Dans le match. Et finalement, il était bien ce match. Un bon match. Ouais, il était bien. Un bon match. Les Miners de UTEP qui s'imposent 43-35 en overtime, avec une fin de match un petit peu folle, en double prolongation en plus, donc c'était un match agréable à regarder. Skyler Locklear, le QB des Miners, qui fait un excellent match, 28 sur 33, 327 yards. Le meilleur match de cette saison pour lui. 4 touchdowns, dont les 2 touchdowns en prolongation. Donc, match excellent de Skyler Locklear. Alors que du côté de Kennesaw State, le quarterback a envoyé 2 interceptions. Donc, c'est probablement ce qui a coûté la défaite, parce qu'en plus, sur la fin de match, donc les Owls ont inscrit un touchdown à 35 secondes de la fin du temps pour revenir à égalité. Suite à ça, les Miners ont réussi à remonter en 39 secondes sur les 45 yards des Owls pour tenter un field goal de 55 yards qui a été échoué. Et donc, du coup, ça s'est joué en double prolongation où les Miners ont inscrit des touchdowns sur chacune de leurs possessions.
Ouais, et Kansas State qui n'a pas réussi malheureusement, qui a raté Davis Bryson qui a raté les 3 dernières passes du match. Ils étaient à 9 yards de l'embut de UTEP. Malheureusement, David Bryson n'a pas réussi à connecter une seule fois sur ces 3 dernières passes. 14 sur 25 pour lui dans son ratio passe tentée, passe complétée. Mais voilà, c'était quand même un beau match entre deux des pires équipes de la ligue. C'était un match ouvert où les défenses n'ont pas été très bonnes, mais non, pas très bonnes. Il y a quand même eu des interceptions quand même de Après, Bryson, mais sinon ça a encaissé du point et ça a été plutôt plaisant à suivre. Après, il y avait que 28-28 à la fin du temps réglementaire, hein, donc les défenses n'ont pas été atroces non plus, hein, non, franchement, ça a été un bon match de football entre tu vois le niveau, deux équipes de niveau équivalent. Ouais, mais quand tu vois le niveau général des deux attaques durant cette saison, les défenses finalement n'ont pas. Ouais, mais c'est deux équipes qui sont clairement parmi les plus faibles de FBS, hein, donc voilà. En tout cas, le niveau entre les deux était bon. On va parler rapidement des playoffs, hein, parce que comme on l'a dit au début de l'épisode, c'est une course à 3. On connaît déjà les noms des 3 depuis la semaine dernière. Ouais, vas-y, oui, on va parler des playoffs et après on dira juste les finales qui sont en finale actuellement. Mais ouais, vas-y, donc effectivement, donc, Boise, 3 équipes. Ouais, Boise toujours en tête, hein, et de toute façon ils seront en tête tant qu'ils gagneront des matchs. Ils sont 13e à la Paypal, donc pas si loin que ça de potentiellement récupérer déjà un match à domicile en playoff. Ça serait magnifique, hein, parce que imaginez une équipe de SEC, une équipe d'ACC. Imaginez Tennessee Miami là, parce que Tennessee, il fait un petit peu froid parce que c'est dans les terres, il fait un petit peu froid Miami, il peut faire un petit peu froid en hiver, mais Miami au sud de la Floride, là, les mecs, il fait 30 degrés sur la plage, ils vont arriver avec 90% d'humidité, ils arrivent au milieu de l'Idaho en décembre. Dans un terrain qui est pas couvert en plus, hein. Dans un terrain pas couvert, ils vont se faire plaquer sur un sol qui est gelé, ça va être quelque chose. Ça va être très drôle. J'espère vraiment qu'on aura le droit à ce match à domicile pour Boise. Pour moi, j'ai presque l'impression que c'est. Alors, si tu veux gagner le titre national, avoir l'avantage d'avoir un match en moins et d'être directement en quart, c'est évidemment super. Mais si t'as pas l'objectif. Enfin, si genre déjà juste aller en play-off, t'es content, mais avoir le match à domicile, je pense que c'est mieux que d'avoir le bye pour le quart de finale. Mais c'est que mon avis. Ça dépend des équipes, ouais. Je pense qu'il y a des équipes qui vont, tu vois, les équipes qui visent vraiment le titre national, elles vont vouloir avoir la bye. Puis en plus, avoir la bye veut dire remporter un titre de conférence quand même, mine de rien. Oui. Mais après, c'est vrai que les autres équipes, par exemple des équipes comme Indiana, elles peuvent pas gagner le match de conférence, elles seront, je pense, elles sont super heureuses de recevoir un match de playoff à la maison, ce qui serait une première dans l'histoire du college football, hein, des matchs de playoff à domicile, ça n'est jamais arrivé avant dans l'histoire du college football. Donc ouais, je pense que les équipes, ce sera un objectif pour les équipes qui ne peuvent plus gagner la conférence, c'est vraiment d'avoir ce match à domicile. Ouais. Ne serait-ce que pour le côté festif, enfin j'ai envie de dire l'ambiance et tout, enfin je veux dire. Mais pour les fans, c'est quelque chose d'exceptionnel. Ouais, c'est jamais vu, tout simplement pour l'instant. Mais ouais, et puis Miami, ils sont 9e, donc il y a que 4 places d'écart. BYU est 6e, mais BYU en cas de défaite, on l'a vu par exemple, tu vois, Georgia, ils ont perdu 10 places sur une défaite, donc BYU avec une défaite, elle peut perdre aussi pas mal de places. Mais Georgia, c'était leur 2e défaite. Ouais. C'est ça aussi la différence. Ouais, après, BYU est 6e. S'ils perdent un match, ils vont descendre de quoi 5 places. Ouais. Si Boise continue à gagner. Non, franchement, Boise est quand même plus que jamais dans la course pour carrément avoir la bye week. Oui, parce que en fait, pour la bye week, alors, ils seront pas aussi bien classés que le champion de SEC, ils seront pas aussi bien classés pas mieux classés que le champion de Big Ten. En fait, la défaite de Miami ouvre une conférence de plus en danger face à Boise State. Tout à fait. Et donc là, si Boise State s'impose et que, je sais pas, Miami perd en finale de conférence ou n'importe quoi, l'équipe de l'ACC qui aura la qualification automatique, elle sera probablement moins bien classée que les Broncos. Et donc, il deviendrait le vainqueur de conférence, au moins le 4e
le quatrième le mieux classé, donc aurait la bye week. C'est aussi quelque chose qui peut se passer en Big 12, même si BYU refuse de perdre. Ouais, pour l'instant, c'est mystique de leur côté. Et bon, moi qui leur prédisais une saison difficile durant les previews, et ben ça c'est un beau raté, mais en même temps, pas grand monde ne s'y attendait. Ouais, non, ils étaient vraiment annoncés dans les bas-fonds de la Big 12 et voilà qu'ils sont en tête et bien installés pour se qualifier, mais on ne parle pas de la Big 12 ici. Après, ben voilà, Army 24e. Moi, personnellement, j'aurais bien aimé qu'Army soit un peu plus haut, genre autour de la 20e place, tu vois. Bon, voilà, ils sont 24e. Après, c'est vrai qu'ils n'ont pas eu un calendrier très fou, mais en même temps, ils ont tellement dominé tous leurs adversaires. Ben ça, c'est de sûr. la tête et des épaules. À part East Carolina. À part East Carolina qui a été un peu serré, sinon tous les matchs. Encore East Carolina, de souvenirs, ils avaient dominé et c'est juste en fin de match, ils ont laissé revenir. Revenir les Pirates, tu vois. C'est la seule fois où ils ont fait apparaître une faiblesse. Parce que sur tous les autres matchs, ils ont été intraitables. Mais voilà, le boost va arriver sur ce match de Notre-Dame. Enfin, le boost ou la fin de l'histoire. Mais s'il y a une victoire contre Notre-Dame, bah, je pense qu'Army va jump. D'ailleurs, Boise State presque va soutenir Army parce que Notre-Dame est une des équipes concurrentes pour le match à domicile en playoff. Donc voilà, forcément, tout le monde sera derrière Army du côté du Group of Five. Ouais, et puis bon, si Notre-Dame, ils ont une défaite contre Northern Illinois et une défaite contre Army, c'est peut-être même pas juste la question de recevoir un match de playoff qui est en jeu, c'est peut-être juste aller en playoff qui peut être terminé. Ouais. Et Army, ça leur fera un boost énorme puisqu'ils vont prendre quasiment, je pense sur une victoire contre Notre-Dame, ils vont prendre 5, 6, peut-être même 10 places peut-être. Alors peut-être pas 10 places. Ils peuvent prendre pas loin de... en étant 24e, ils peuvent remonter haut parce qu'ils seront toujours invaincus avec une victoire contre une équipe qui était classée 10e. Mais on en parlera un peu plus longuement la semaine prochaine puisque le match est dans 2 semaines. Ils ont une bye en plus pour préparer ce match, donc pourquoi pas. Pour eux, ce calendrier tombe parfaitement. C'est clair. Tulane qui a fait son entrée, 25e. Ouais. Donc voilà, ils sont dans la course. Eux, de toute façon, c'est pas compliqué. Ils ont 2 matchs qui vont être absolument décisifs pour la qualification en playoff qui arrive. Donc cette semaine, déplacement à Navy, puis une bye week, puis la réception contre Memphis. Faut gagner, tout simplement, pour rester dans la course et donc avoir une chance de passer en finale de conférence parce que pour le Green Wave, ça passera nécessairement par une victoire en conférence pour être qualifié. Et en plus de ça, donc il aura fallu battre aussi probablement Army en finale de conférence. Donc, s'il se qualifie, il y a 3 matchs, de suite. Il y a une série de 3 matchs qui attend Tulane là, qui va être très importante. Et dans le même temps, il faudra espérer que Boise State perde. Pour espérer les jumps. Mais voilà, Tulane est dans la course, ils sont 25e, c'est cool pour eux. Ça y est, ils sont classés, donc c'est vraiment cool pour la bande à Darian Mensah et à Mikey Hughes. Plutôt même de Mikey Hughes que de Darian Mensah, mais voilà. Est-ce qu'il y a d'autres équipes? Il n'y a pas vraiment d'autres équipes. Les autres équipes, il y en a en soi, Louisiana qui est encore là, des Western Kentucky et compagnie, mais eux, il va falloir vraiment un enchaînement de. Il faut qu'il y ait un trou qui engloutisse tous les jours de Boise State. Faut qu'Army et Tulane se mettent à perdre tous les matchs qu'il leur reste. Enfin bref, faut un cataclysme qui se passe. Donc, ils sont dans la course, dans leur conférence pour l'emporter. Maintenant, les playoffs, il y a quoi? Il y a 1% de chance, 99% de fois, quoi. Si Navy arrive à remporter la finale de conférence, ils auront déjà éliminé donc Army et Tulane. Les plus probables, en tout cas, des restants, c'est Navy parce que ils auraient déjà éliminé 2 des 3 concurrents sérieux et après, ils seraient juste dépendants de Boise State. Voilà. Et UNLV qui peut-être peut aller chercher sa revanche contre Boise State, mais voilà, faudra voir. En tout cas, eux sont pas out pour la course à la conférence, mais ça va être plus long pour eux. Bon, bref. Les finales de conférence, on va en parler vite fait pour l'instant. Du coup, ce serait Tulane qui se déplacerait à Army dans l'American. Ce serait
presque presque un 16e de finale si ça reste ainsi. Même si ça dépendra aussi de ce que fera Boise State, mais dans tous les cas, ça sera un match très intéressant à voir, mais c'est pas encore fait parce que Tulane a des gros rendez-vous à venir. Colorado State se déplacerait à Boise State dans la Mountain West. Ça ne bouge pas par rapport à la semaine dernière. Là où ça a beaucoup bougé, c'est en MAC avec Western Michigan qui a perdu gros. C'est le plus gros perdant dans le groupe of 5 cette semaine, c'est Western Michigan. Donc pour l'instant, ce serait Miami, Ohio contre Bowling Green, sachant que Ohio n'a pas encore joué cette semaine et peut aussi peut prendre la place de Bowling Green, mais en tout cas, ce sera une lutte à 3 entre ces équipes-là. En Sunbelt, Georgia Southern qui se déplacerait à Louisiana et Jacksonville State face à Western Kentucky. Mais comme on l'a dit dans la USA, la fin de saison, tout le monde va plus ou moins se jouer, donc on aura du rebondissement chaque semaine. Les matchs à noter pour la semaine prochaine. Ouais, donc celui-là il sera passé dans la nuit de mercredi à jeudi, Eastern Michigan à Ohio, c'est le match de MAC restant le plus intéressant puisque Miami et Ohio ils affrontent Kent State, mais en plus à domicile, donc il n'y a pas vraiment de suspense. Dans la nuit de vendredi à samedi, 2 matchs sympathiques pour le côté rivalité avec rivalité texane, je ne sais pas si c'est une vraie rivalité, North Texas contre UTSA à 2h du matin, et un Wyoming à Colorado State. Ça, par contre, c'est une rivalité assez importante pour les deux programmes. Pareil, à 2h du matin. Tulane contre Navy, 18h, c'est le match à ne pas louper dans le groupe of 5. Tulane qui se déplace à Navy, ce sera à 18h d'ailleurs c'est sur ESPN 2. Voilà, comme ESPN qui le met quand même sur sa deuxième chaîne, donc ça montre quand même que ce match de 18h est important. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a UL Monroe qui va aller jouer à Auburn. Est-ce que UL Monroe va aller chercher sa qualification au bowl avec une victoire à Auburn? Ce serait magnifique. Ce serait magnifique. Mais voilà, ce sera à 18h45. Qu'est-ce qu'on a d'autre après comme match qui sont vraiment intéressants? Je regarde un peu. Rien de bien fou. On a Boise State à San Jose State qui sera probablement un des matchs les plus intéressants. À 1h du matin. À 1h du matin. Et après, le reste, c'est assez... Non, après, en fait, c'est souvent équipe bien en place contre une équipe qui n'est plus du tout dans sa conférence. À 4h30 du matin, dimanche, il y aura UNLV qui recevra San Diego State. Et après, il y a UAB qui se déplace à Memphis à 2h du matin. Mais bon, voilà. Après, voilà, c'est un peu ce genre de match-là. Pour les FCL, et c'est aussi un week-end de match cupcake pour la SEC. Donc on avait dit Louisiana Monroe qui se déplace à Auburn, aussi New Mexico State qui se déplace à Texas A&M dans un duel entre Aggies. Je pense que tu es en train de flipper pour ce match. J'imagine que tu attends ce match avec impatience. Par contre, à 1h45 du matin, je vais pas le regarder. Non, je pense que c'est pas un match qui vaut le coup. Je pense que les Aggies vont détruire les Aggies. Mais non, Texas A&M va l'emporter facilement. Et puis après, après Kentucky Alabama, ça joue des FCS. Et puis voilà. Ouais, c'est tout, mais voilà. Garder un œil sur c'est plus ces 2 dernières semaines en conférence USA où on aura des matchs très très sympas, parce que là, Jacksonville State joue contre Florida International et Western Kentucky joue contre Louisiana Tech et Sam Houston joue contre Kennesaw State, si je dis pas de bêtises. Donc voilà. Voilà pour cette. Rien de bien fou, comme on l'a dit. Voilà, c'est des matchs entre des équipes qui sont larguées et d'autres qui sont plus en place. Donc voilà. Eh bien, je pense qu'on peut se quitter là-dessus. Yes, ce sera tout pour cette semaine. Merci à tous d'avoir écouté l'épisode et on se retrouve la semaine prochaine. Donc pour des résultats qui seront, il y aura des résultats à regarder, mais il y aura surtout une énorme projection à venir sur la semaine suivante où il va y avoir des gros dénouements à venir. Merci à tous et bonne semaine. Ciao tout le monde.